Bonsoir à vous tous et de nouveau ravi de vous accueillir sur Synapse TV, la chaîne évidemment, une fois de plus, qui est concentrée sur la santé mentale dans tout ce qu'elle représente. C'est un puissant fond, donc on est ensemble pour des centaines d'années. Aujourd'hui, on va parler des aidants. On va parler des aidants parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur et on va le prendre sous divers angles. Et on espère évidemment que ça va vous intéresser. Je pense qu'autour de vous, vous-même ou quelqu'un proche de vous, rentre dans cette spécificité d'être un ou une aidante ou aidant. Alors, pour ce faire, on va évidemment avoir nos chroniqueurs et nos chroniqueuses. Je me tourne vers Alix Guérard, qui est à ma gauche. Bonjour, merci d'être là. Qui est donc consultant. David Rézard, qui est à ses côtés, qui est, comme vous le savez maintenant, une espèce de bulle d'oxygène, mais qui est de moins en moins contenu. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui se trame à la fin de l'émission, on verra. Pour le meilleur. Et pour le meilleur, exactement, on verra. Nathalie Feuchet, psychiatre et psychothérapeute, qui est présente à ma droite. Et Emmanuel Bardet, qui est aux ressources humaines, qui est aussi présent. Et nous accueillons deux témoins importants pour ce sujet des aidants. Pauline Justin, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Merci Pauline d'être là. Vous êtes maîtresse de conférences en psychologie de la santé à l'Université de Lille, si on m'a bien noté, et spécialisée justement sur ce sujet, je crois, des aidants, et surtout chez les jeunes. Oui, absolument. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et Claire Desarnaud, qui est normalement en duplex et qui va être avec nous. Bonsoir Claire, qui est cofondatrice de We Care at Work. Alors là, pour le coup, il va falloir nous expliquer ça tout à l'heure, en quoi ça consiste. Mais vous êtes aussi très immergée dans ce milieu des aidants. Que j'imagine vous êtes vous-même d'ailleurs. Donc, mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Alors, on va démarrer avec Pauline. Donc, comment ça se passe? Parce qu'on a des chiffres quand même qui sont... moi, je suis tombé de ma chaise en fait. Les jeunes aidants 13-18 ans sont entre 700 000 et 1 million, selon une étude faite par la Massif à première vue. À l'échelle d'un lycée, ça représenterait 3 à 4 élèves par classe. C'est complètement dingue. D'autres études ont été menées. 12,3% des collégiens, soit 2 ou 3 élèves par classe, 14,3% des lycéens, 15% des étudiants, 1 sur 6. Donc ce sont des enfants, des ados, des jeunes adultes qui accompagnent en grande majorité au quotidien un parent, un frère, une sœur, parfois des grands-parents en situation de maladie ou de handicap. Alors, il y avait, il y a d'ailleurs Vincent Valindic, qui est médecin et qui œuvre, je crois, à la télévision, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui a écrit un livre justement assez intéressant sur ce domaine, qui s'appelle « Je suis devenu le parent de mes parents ». C'est intéressant à lire parce qu'effectivement, il est en plein dans cette problématique des dents. Alors, donc, je me tourne, Alix, vers toi, qui a gentiment proposé à Pauline de se joindre à nous. Évidemment, dans le cadre de ma fonction ici de parler des jeunes, qui de mieux placé que Pauline ce soir pour nous parler des jeunes. Vous êtes aussi psychologue clinicienne au sein de la Ligue contre le cancer. Vous accompagnez directement les adultes et enfants, ados, jeunes adultes, donc vous croisez aussi des aidants, mais c'est aussi le thème de vos conférences. Donc vous avez consacré votre thèse de doctorat aux représentations pratiques et professionnelles de santé vis-à-vis des jeunes aidants. Oui. Est-ce que peut-être vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai réalisé ma thèse sur les professionnels de santé en oncologie, donc vraiment spécialisée dans le cancer. Donc il faut aussi du lien avec mon activité à la Ligue contre le cancer. Et j'ai dédié 3-4 ans de ma vie à l'étude justement des connaissances et pratiques des professionnels de santé pour justement savoir comment on pouvait identifier ces jeunes. Est-ce que les professionnels de santé les voyaient, les rencontraient et qu'est-ce qui était prévu pour justement les soutenir au quotidien? Donc ça a été un long travail où on a pu interroger plusieurs centaines, voire de milliers de professionnels dans toute la France. Et on s'est intéressé à 3 dimensions, donc leur niveau de connaissance, qu'est-ce qu'ils savent de la question, comment ils se représentent un jeune aidant, leur pratique, est-ce qu'ils en voient et qu'est-ce qu'ils font, et puis leur positionnement
par rapport à cette population. Donc, est-ce qu'il y a des freins particuliers pour identifier ces jeunes? Est-ce qu'ils ont envie justement d'en savoir plus sur cette population et comment est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? Et bien du coup, la question qu'on se pose tous, qui sont ces jeunes aidants? Alors, ça a été dit, mais du coup, on va qualifier un jeune aidant comme un jeune âgé entre 6 et 18 ans, 25 ans quand on parle de jeune adulte aidant, qui est confronté à la maladie, qu'elle soit somatique, physique, mentale, l'addiction, un problème de santé, un handicap ou une perte d'autonomie, et qui va apporter son aide de façon significative et régulière à justement ce proche. Donc ce proche, ça peut être en effet un membre de la famille au sein du foyer, mais également de façon plus élargie, mais ça peut être également un voisin ou un ami proche, et c'est ce qu'on retrouve notamment chez les étudiants qui vont plutôt aider notamment des amis à l'université par exemple. Et on se doute bien que ces jeunes, quand ils ont ce type de responsabilité, ça peut entraîner des répercussions. Et finalement, ils vont aider comme les aidants adultes. Donc, ils peuvent aussi bien être impliqués dans les tâches domestiques, les tâches administratives, la coordination avec les professionnels de santé, mais également des choses beaucoup plus directes en lien avec le proche, comme une aide médicale, mais aussi une aide intime, ce qu'on se représente potentiellement un peu moins. C'est intéressant. Avant de poursuivre, j'ai une question qui me vient. Il y a pas mal de débats aujourd'hui, et le docteur Eiffez, je crois, Serge Eiffez, qui est un psychiatre connu et reconnu, a dit il n'y a pas très longtemps que l'empathie chez les jeunes était en chute libre à cause des réseaux sociaux, qui créent une distance, une espèce de virtualité entre... On peut comprendre d'ailleurs ce qu'il dit est parfaitement entendable, ça tient la route, mais en revanche, vous avez constaté ça ou comment... Alors, il n'y a pas d'études encore publiées sur le sujet. J'ai une collègue justement à Aix-Marseille Université qui est en train de publier un papier sur le sujet. Donc, on aura des résultats normalement très prochainement quand il sera publié. Mais en effet, il y a des conséquences positives, mine de rien, au fait d'aider. Donc ça peut être un sentiment de fierté, un sentiment d'utilité et probablement aussi une augmentation de l'empathie. Après, la question, c'est est-ce que c'est vraiment si positif que ça que d'être empathique, ou en tout cas peut-être trop empathique? Ça, les études n'ont pas pu encore le démontrer. Si je peux me permettre, l'empathie, elle a ses limites, justement, et que l'idée de ressentir ce que l'autre ressent est bien distincte de la sympathie où on plonge avec la personne et bien rester à sa place. On peut effectivement partager, ressentir quelque chose de l'autre, tout en sachant qu'on est dans ce ressenti de ce que l'autre ressent, mais en restant tout à fait à sa place. Et voilà, le glissement est parfois un petit peu... Sous-entendu, l'empathie peut engendrer une aliénation de soi? Probablement pas si on reste réellement empathique, parce qu'il y a une vraie distance. Après, il faut être un petit peu vigilant quand même. Garder les limites de soi et de l'autre. Tout à fait, et pas être une éponge émotionnelle finalement, c'est très la différent. Bonne posture. Vous avez travaillé sur la manière dont les professionnels perçoivent les jeunes aidants. Qu'est-ce que vous avez observé? Peut-être des freins, des préjugés, peut-être aussi un manque de formation? Oui, absolument. Ce qu'on a pu constater, c'est que finalement, les professionnels avaient un peu une perception d'un jeune aidant comme un adolescent ou un adulte. Donc vraiment cette difficulté finalement à se représenter un jeune aidant comme un enfant, de se dire qu'un enfant de 6, 8, 10 ans, 12 ans pouvait apporter de l'aide au même titre qu'un adolescent ou un jeune adulte. Donc forcément, ça entraîne potentiellement des difficultés d'identification. Quand on ne se pose pas la question qu'un jeune de 8 ans puisse être aidant, on ne va pas forcément lui proposer des aides comme on pourrait le faire à un jeune adulte qu'on voit fréquemment dans le service. On avait aussi pu montrer qu'ils avaient tendance à maximiser les conséquences positives de l'aide, mais par contre à minimiser les conséquences négatives. Donc c'est peut-être aussi une manière de se protéger ou de se dire que non, ça n'atteint pas tellement finalement que de s'occuper de son proche. Dans la réalité, quand on regarde les chiffres, si ça allait un petit peu. On avait aussi pu mettre en évidence qu'en effet, il y avait des freins, il n'y avait que seulement un professionnel sur 2 qui parvenait à identifier les jeunes aidants dans leur service, notamment parce qu'ils les voyaient, mais donc ce qui pose aussi la question de tous ceux qui sont à la maison et qu'on ne voit pas. Et quand on leur demandait finalement qu'est-ce qu'ils mettaient en place pour ces jeunes, ce que les professionnels répondaient, c'est je lui ai parlé, je lui ai demandé comment est-ce que ça allait, je me suis assurée que tout allait bien, et puis si vraiment je voyais que ça allait pas, je le réorientais vers éventuellement une psychologue. Mais donc, il n'y avait pas forcément d'orientation vers des dispositifs, mais aussi parce que les professionnels ne connaissent pas les dispositifs. Et c'est aussi, ça s'est aussi relevé dans les freins
finalement des professionnels qui nous disaient moi j'aimerais bien en faire plus, mais j'ai pas d'informations sur ces jeunes, je sais pas qui ils sont, je sais pas combien il y en a, je sais pas quoi faire pour les aider, vers qui les orienter ou vers où les orienter. Et puis les freins qu'on peut entendre habituellement de j'ai pas le temps, je manque de personnel, et puis est-ce que c'est vraiment mon rôle finalement que d'accompagner les proches plutôt que mon patient? Là, on parle d'accompagnement. J'imagine que vous le savez, mais au Royaume-Uni, c'est un statut qui est reconnu par la loi, les jeunes aidants. Depuis 2014, le Children's and Families Act et le Care Act reconnaissent officiellement les jeunes aidants comme des personnes ayant droit à une évaluation de leurs besoins. Est-ce que ce serait quelque chose en France qui serait envisageable ? Alors, on y pense, les associations y pensent. On le voit, et notamment avec la stratégie à agir pour les aidants, qu'on commence de plus en plus à en parler. Et le terme de jeune aidant, il apparaît beaucoup, de plus en plus en tout cas dans la sphère sociétale. Mais il y a encore cette question de est-ce que c'est vraiment bénéfique finalement de leur attribuer un statut? C'est la question que j'allais poser, quel est l'intérêt? Alors, ça peut avoir un intérêt économique, ils peuvent être aidés financièrement. Également, à l'école, ils vont avoir une prise en charge, une attention particulière qui permet de leur donner un statut, en tout cas une identification. Parce que, comme vous le disiez, à 6 ans, comment on peut savoir que c'est un jeune aidant? Il ne doit sûrement pas forcément le verbaliser. Alors, on a identifié des limites et des défis à cette loi, évidemment, comme toutes les lois. Alors, ça peut être aussi un soutien variable selon les régions. Il y a beaucoup aussi de jeunes qui ne s'identifient pas comme aidants. Pour eux, c'est aussi un rôle qu'on peut s'auto-attribuer parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'empathie ou le rôle qu'on peut s'auto-donner. Le cadre légal ne garantit pas automatiquement des aides concrètes. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une part de personnalisation. Donc, comme dans toute personnalisation, il y a aussi des limites. Et les jeunes aides en études à temps plein n'ont pas toujours droit aux allocations. Donc justement, c'est sûrement à parfaire, mais c'est peut-être à faire, je ne sais pas. Potentiellement. En tout cas, c'est un chemin qui est pris. Ah, c'est un chemin qui est pris, d'accord. Un chemin officiel, je ne sais pas, mais en tout cas, cette reconnaissance, peut-être pas avec un statut, mais cette reconnaissance et le fait qu'on en parle plus, oui, c'est clairement un chemin qu'on prend. Toi, Nathalie, dans ta consultation, tu reçois des aidants, ils doivent te le dire. Bien sûr. Bien sûr. Mais en fait, c'est quelque chose qui se fait assez spontanément. Alors maintenant, il y a des statuts très clairs, il y a même des formations universitaires, je crois. Les adultes, oui. Pour les adultes. Mais bon, les choses se font naturellement parce qu'il y a une maman âgée, parce qu'il y a un enfant handicapé. Alors, voilà. C'est intéressant, mais du coup, qu'est-ce que tu suggères, qu'est-ce que vous suggérez toutes les deux d'ailleurs? C'est de se faire accompagner quand on est aidant? C'est important d'être entendu et accompagné? C'est évident. La question est à quel moment est-ce que je fais la démarche? Parce que quand on va à ce niveau-là chez Nathalie, c'est clair qu'on a franchi un cap. Mais on est beaucoup dans le syndrome, j'imagine, mais c'est normal. Bah oui. C'est normal. Alors, en fait, quand les gens viennent, ils viennent pas forcément pour ça. Ils viennent parce qu'ils sont déprimés, parce qu'ils ont un état anxieux, parce qu'ils sont en burn-out, etc. Et parfois, c'est vraiment au fil des semaines et des mois qu'on découvre la cause. Donc c'est devenu tellement naturel. Et là, on voit comment travailler plus, avoir un enfant qui a, par exemple, un trouble hyperactif avec déficit attentionnel extrêmement sévère ou un enfant qui a un trouble du spectre autistique. Ça mobilise parfois toute la famille, parfois une personne dans la famille. Et voilà, ça épuise. Oui, ça épuise, mais du coup, alors, la formation porte... Ce que vous faites à l'université, c'est de la formation pour eux? C'est-à-dire que vous... Non, pas spécialement. Moi, je suis enseignante-chercheuse en psychologie, donc vraiment, je forme les futurs psychologues, ou en tout cas les étudiants qui font des études de psychologie. Mais à l'intérieur, on a des cours spécifiques justement pour les sensibiliser à la question des aidants, des jeunes aidants, pour que justement ils puississent l'intégrer dans leur pratique future. Alors pour ceux qui nous écoutent, parce que c'était un petit peu, je pense, l'objet du livre de Vincent Valindic, justement, c'est prévenir le risque. Parce que tu évoques, quand ils arrivent, finalement, ils arrivent avec toute la symptomatologie, c'est trop tard. C'est déjà un peu tard. C'est déjà un peu tard. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur conseille à tous ces aidants qui nous regardent et qui sont forcément concernés, là?
Pour le coup, ça va vraiment dépendre de leurs besoins. Il y a des aidants, moi je sais quand je les rencontre, ils viennent avec ce motif de j'ai besoin d'avoir des informations pour mieux aider mon proche. Donc on retourne les choses en disant en fait non, pour pouvoir bien prendre soin de votre proche, il faut que vous puissiez bien prendre soin de vous et on va voir la même chose peu importe leur âge. Ouais. Donc ça va vraiment dépendre de leurs besoins. Il y en a qui ont en effet besoin d'informations, d'autres qui ont juste besoin de se sentir légitimes et qu'on mette un mot sur leur situation et sur ce qu'ils vivent. Et d'autres qui, en effet, sont vraiment plus dans des formes d'épuisement. Et là, c'est aussi de les inciter à prendre du temps pour eux, que ce soit prendre 5 minutes pour se faire une manucure ou regarder leur épisode de série préférée, ou alors vraiment de rentrer dans une démarche d'accompagnement thérapeutique. Oui, c'est ça. Claire, est-ce que on peut vous accueillir? Est-ce que vous êtes là? Je suis là. Ah, merci d'être là. Alors, je vais laisser Emmanuel qui vous a invité à vous exprimer sur justement l'activité que vous avez, We Care at Work. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, We Care at Work? Alors, on le comprend le mot, mais enfin... Voilà, on accompagne les employeurs sur le sujet de l'inclusion santé au travail. Et donc, effectivement, comment accompagner les salariés qui ont des maladies chroniques ou qui accompagnent un proche qui sont malades ou en situation de handicap. D'accord, vous avez entendu ce qui s'est dit depuis le début sur l'émission. J'imagine que ça résonne. Oui, tout à fait. Ben oui, j'imagine bien. Emmanuel, je te laisse... Oui, on est vraiment ravis de vous avoir en duplex, donc depuis Marseille, depuis cette belle ville de Marseille, pour échanger avec nous sur les aidants, et plus particulièrement sur la place des aidants dans le monde du travail. Donc, vous êtes en effet cofondatrice de We Care at Work. Ce qui est intéressant, c'est de rappeler que vous avez tiré parti de vos expériences personnelles, puisque vous êtes vous-même aidante. Donc on imagine que vous maîtrisez bien le sujet. Est-ce que, on l'a vu, il y a une vraie difficulté de s'identifier soi-même comme aidant, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un chiffre qui illustre ça, et puis ce qu'on entend par être aidant finalement pour nous aider à mettre un mot là-dessus? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est naturel, comme vous l'avez dit, d'accompagner un proche malade ou en situation de handicap. Et on sait qu'aujourd'hui, un aidant sur 2 seniors, donc d'après le ministère des Solidarités. Comme je vous l'ai dit, c'est naturel d'accompagner son conjoint, son enfant. Et donc ce terme d'aidant, de proche aidant, effectivement, ne résonne pas toujours, ou on ne s'identifie pas toujours tout de suite, en tout cas, proche aidant. Et est-ce que vous avez peut-être des éléments à nous partager sur une définition que vous pouvez nous partager à l'écran peut-être, histoire que ce soit plus clair pour tout le monde? Bien sûr, c'est vrai qu'être proche aidant, c'est assez vaste en fait, parce que c'est accompagner un proche au quotidien, de manière régulière. Mais ce proche-là, ça peut être, donc, comme je vous l'ai dit, un enfant, un conjoint, ça peut être un voisin aussi. Il n'y a pas forcément de lien de parenté. Et on peut être aussi proche aidant à distance. Parce que souvent, quand on accompagne, par exemple, un parent âgé qui habite à l'autre bout de la France, mais qu'on y consacre pas mal de temps pour organiser la gestion administrative, les soins à distance, l'aide au quotidien, on est considéré comme étant proche aidant, effectivement. Et le rôle d'un proche aidant, il est très vaste aussi. Ça va du soutien émotionnel, évidemment, au soutien administratif, à l'organisation des déplacements pour les soins médicaux, la gestion des déplacements. Donc c'est un rôle assez large. C'est une charge mentale énorme en fait pour les aidants. Tout à fait, il y a pas mal d'impact en effet sur le rôle des aidants. On va y venir avec Claire, mais avant j'avais peut-être aussi un autre élément pour continuer peut-être à casser les idées reçues sur les aidants. On a parlé, le titre du bouquin il est assez explicite, je suis redevenu le parent de mes parents. C'est peut-être l'image qu'on a souvent de ce rôle d'aidant. De parents âgés. On a parlé de très jeunes aidants dès 8 ans, donc on voit que la réalité, a priori Claire, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Oui, on pourrait dire qu'il y a autant de profils d'aidants que d'aidants, donc ça c'est une réalité, et de plus en plus de personnes qui sont actifs, et donc quand on est au travail, effectivement, on a quelques chiffres. Il y a plusieurs études qui sont menées sur le sujet, mais on sait que 79% des aidants ont moins de 65 ans, donc une proportion quand même très importante, et 45% ont moins de 50 ans. Donc forcément, ça a un impact parce que c'est du temps
du temps passé pour s'occuper de la personne, une charge mentale importante. Et donc, quand on sait qu'un salarié sur 5 est concerné aujourd'hui, ça a un vrai impact au quotidien et au travail, effectivement. Ouais, c'est énorme, hein. Je me permets d'insister, un salarié sur 5, c'est-à-dire que 20% des salariés sont aidants aujourd'hui, et on le disait, 1 sur 2 seniors. Donc on rejoint cette difficulté déjà de faire en sorte que l'aidant arrive à se reconnaître comme aidant, à demander de l'aide, au-delà de simplement pour mieux aider la personne aidée. Je m'excuse. On devient aidant, on est considéré comme aidant à partir de quel moment? Parce que c'est très compliqué. On peut aider quelqu'un sur une courte période, moyenne, longue. À quel moment l'impact se fait sentir? Il y a moyen de calculer ça ou de le chiffrer? Oui, Claire. C'est ça qui rend le sujet complexe, justement. C'est que on est aidant à partir du moment où, du jour au lendemain, où son conjoint tombe malade et qu'on doit gérer ses soins et être là au quotidien pour lui. Si son parent âgé, effectivement, se casse une jambe et a du mal à retrouver une mobilité et donc doit peut-être être placé dans un EHPAD, par exemple. Donc ça peut être progressif ou de naissance pour les enfants qui naissent avec un handicap. Ça peut être aussi temporaire. On peut être aidant un moment et puis ne plus l'être. Parce que la personne va mieux ou malheureusement parce que la personne nous quitte. Donc voilà, il y a des statuts qui existent, un statut effectivement officiel de proche aidant qui répond à un certain nombre de critères, etc., qui va justement dans le sens de ce besoin de reconnaissance pour bénéficier justement après des aides, notamment. Mais c'est complexe. Moi, j'ai une petite question par rapport au profil des aidants qu'on est en train d'un peu de définir. Et comme on parle beaucoup de la santé mentale des femmes chez Synapse TV, est-ce qu'on a un chiffre sur la proportion parmi ces aidants entre hommes et femmes? Oui, 57% des aidants seraient des femmes. Donc on voit que c'est une proportion quand même assez équilibrée, mais il y a plus de femmes. Par contre, sur la charge et la prise en charge, là, je n'ai plus les chiffres en tête, mais sur le quotidien, c'est des femmes qui davantage passent plus de temps en fait au quotidien à s'occuper de leurs proches. Donc en termes de taux horaire, on va dire, de temps passé à accompagner la personne, les femmes passent beaucoup plus de temps que peut le faire un homme, par exemple, qui serait aidant. Et souvent, ça a un impact sur la carrière parce que une femme va plus facilement décider d'arrêter de travailler ou de se mettre au 4/5e pour s'occuper d'un proche, ce qui a moins d'impact, par exemple, chez l'homme. Ouais, là aussi, tu parlais de la question de l'impact professionnel ou impact sur la santé mentale. Je crois que Claire, là aussi, vous avez des éléments à nous partager de par l'expérience de We Care at Work. Oui, il y a un impact forcément, déjà sur la vie personnelle, familiale, sociale, parce que aussi beaucoup d'aidants partagent le fait que on a moins de temps pour ses loisirs, pour ses amis. Et puis au travail, évidemment, cette notion de temps, elle est très importante. Là, quelques chiffres. 44% des aidants posent des RTT ou des congés régulièrement pour justement avoir ce temps-là précieux pour s'occuper de leurs proches. Il y a des impacts aussi par rapport à la carrière. On sait que les aidants sont plus à même de refuser, par exemple, des évolutions professionnelles de peur d'avoir moins de temps, justement, pour s'occuper de leurs proches. Et un impact, évidemment, sur la santé physique. Là aussi, il y a un impact réel sur la santé physique, évidemment, mentale, avec du stress, de la fatigue. Et on sait que les aidants ont souvent tendance à s'oublier parce que ce qu'on souhaite quand on est aidant, c'est avant tout que notre proche aille mieux et se sente le mieux possible. Donc forcément, on a tendance à s'oublier et à se mettre un peu moins de côté, à prendre moins de soin de soi. Bien sûr, Claire, c'est l'aliénation dont je parlais tout à l'heure versus empathie, en fait, trop. C'est une vraie question. C'est pas. L'entreprise, elle fait quelque chose pour aider ses... Ouais, bien sûr. Et peut-être justement, puisqu'on parle de l'entreprise, on a parlé de l'impact des aidants sur eux-mêmes, sur leur carrière ou leur santé mentale. Mais du côté de l'entreprise, et ça c'est France Travail qui a fait une étude, donc il y a évidemment l'absentéisme, le risque de désorganisation des équipes. Et il y a un chiffre quand même, c'est 10%. 10% de la masse salariale, c'est ce que coûterait, en coût direct et indirect, le sujet de l'aidance en France. Donc c'est énorme. En fait. Oui, c'est énorme. C'est énorme.
D'où les chiffres aussi d'un aidant, un salarié sur 5 qui serait aidant. Alors oui, il y a des solutions en effet du côté des entreprises. Et là aussi, Claire, vous avez des solutions à nous partager pour changer de regard déjà sur les aidants. Oui, je pense que c'est un vrai premier point de changer de regard, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Déjà, quand on ne sait pas qu'une personne est aidante, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne sait pas qu'un enfant peut être aidant, et ben on peut avoir tendance dans le cadre du travail à juger hâtivement. Elle est souvent absente, elle n'est pas sérieuse au travail, ou elle arrive en retard, vraiment, elle n'est pas impliquée, elle n'est pas engagée. Alors que si ça se trouve, cette personne-là, c'est qu'elle s'occupe d'un proche au quotidien. Et on sait qu'aujourd'hui, un salarié sur 2 ne parle pas de sa situation de proche aidant, donc il faut se méfier des apparences. Et donc ça, c'est un point important. Pareil, l'impact sur... on sait que le travail est un lieu, ça peut être une bulle pour les proches aidants, justement, parce qu'on pense à autre chose. C'est l'endroit où, justement, on ne va pas forcément être dans son quotidien de proches aidants. Donc, on a le sourire, on pense que tout va bien, alors que ce sourire-là, il peut cacher du stress, de la fatigue. Et donc là aussi, un autre chiffre qui est très parlant, c'est que 79% des aidants rencontrent des difficultés à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Donc c'est énorme. Donc c'est un vrai enjeu, justement, de permettre à ces 25% de personnes concernées de pouvoir en profiter et bénéficier d'aménagements pour être accompagnées. Et puis aussi, une idée reçue qu'on peut avoir, c'est que une personne qui accompagne au quotidien un proche, elle va être moins performante, moins présente peut-être, absente par moment. Alors que non, face à l'expérience de cette situation de proche aidant, on développe des compétences d'organisation, de gestion des priorités qui sont précieuses au travail, les fameux soft skills justement. C'est ça. Et donc on peut voir ce sujet autrement. Ce qui est important, c'est d'en parler, de parler du sujet pour libérer la parole, pour que les personnes puissent, si besoin, bénéficier d'aménagements. Et on sait qu'une personne qui sera accompagnée, elle sera d'autant plus engagée, fidèle, et donc ça résout aussi des sujets plus larges d'absentéisme, d'engagement, de fidélisation des talents. J'ai un chiffre à partager par rapport au fait d'en parler. Seuls 25% des salariés aidants ont informé leur employeur. Donc à côté de ça, ils nous disent pourtant qu'ils ont entendu parler du sujet, qu'ils aimeraient être aidés, et le fait d'être pouvoir aider de la part de son travail, de son management, c'est clé, et pourtant il n'y en a que sur 4 qui en parlent. Donc on voit bien que le tabou est encore là, et peut-être que sûrement les entreprises, via ce que peut faire aussi, peuvent faire des structures comme We Care at Work, ont un rôle à jouer pour aider les aidants aussi à concilier les deux. Tu m'avais parlé dans l'entreprise dans laquelle tu es d'une armée de préventeurs, en fait, qui sont formés à aider, à écouter, à aider. Mais alors là, pour le coup, parce que là vous nous parlez tous, depuis tout à l'heure, des aidants qui sont confrontés à une réalité, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix, ils ont toujours le choix, mais ils le font parce que ça s'impose à eux. Chez les préventeurs, ça ne s'impose pas à eux. Qu'est-ce qui motive quelqu'un à aller aider un autre salarié alors qu'il n'est pas obligé de le faire et qu'il n'est pas payé pour ça d'ailleurs? Qu'est-ce qui le motive? C'est une bonne question, mais très probablement son propre parcours personnel ou des proches autour de lui qui ont pu aussi être aidants. Et c'est le fameux parcours de la personne qui a été aidée et qui cherche à rendre une partie de ce dont elle a pu bénéficier. J'ai lu il n'y a pas longtemps sur le sujet des aidants. Dans une entreprise, j'imagine que ça ne doit pas être la seule, mais d'autres salariés qui donnaient leur RTT ou leur congé payé à un salarié aidant. Donc, une banque de RTT en fait. Non mais c'est ça en fait. C'est ça, donc ça veut dire que quelque part il y a aussi une forme de solidarité entre salariés et c'est sûrement quelque chose à mettre en avant. Oui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe, on a la chance d'être quand même dans un environnement en France assez généreux. Alors certes, on peut toujours dire qu'il y a des trous dans la raquette, néanmoins il y a pas mal de dispositifs légaux qui existent comme le don de jour, les congés proches aidants,
pour permettre justement de reconnaître ce statut d'aidant et puis d'aider à trouver le temps nécessaire pour faire face à la situation. Alors ça me fait me poser une question. Quand j'évoquais tout à l'heure ceux qui ne sont pas forcément obligés de le faire et qui le font, j'avais envie de me tourner vers Nathalie, et peut-être même, pourquoi pas, Pauline. Vous avez choisi un métier où vous passez vos journées à aider, alors à soigner certes, mais à aider finalement les autres. Ça vient d'où? Vous aviez une dette, quelqu'un qui vous a aidé aussi ou... Alors bon, c'est un petit peu intime, hein, bien sûr. Alors j'aime bien la chose intime. Oui, voilà. Et donc l'intimité d'un psychiatre, je peux dire que ça m'a intéressé du monde. Alors là, je vais peut-être pas tout dire. Mais non. Alors il y a déjà le fait de faire médecine. Hein. Quand on fait des études de médecine, qu'on devient médecin, on a bien sûr envie d'aider, et on a aussi envie de comprendre. Il y a aussi un appétit intellectuel, savoir comment ça fonctionne, comment on peut soigner. Enfin bon, indépendamment du caractère altruiste. Il y a aussi comment ça fonctionne la vie en fait. Et puis après, ça croise quand même des histoires personnelles. Alors dans mon cas, on va dire que c'est génétique. Hein. On est à 4 générations de médecins, donc je vais dire que j'ai pas eu le choix. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas du tout génétique, c'est en revanche héréditaire, probablement avec donc il y a quelques générations donc des situations d'assassinat, d'immigration répétée, et probablement la valeur qui restait, c'était l'entraide pour survivre, parce que aider, ça donne de la joie aussi. Voilà, c'est ce que je... Et je trouve que on parle beaucoup de toute la souffrance des aidants, mais d'abord, probablement aider, c'est quelque chose de naturel. Hein. On vit en interaction, on est des êtres humains, on est des animaux sociaux. Et puis, alors il faut faire attention effectivement aux limites, mais ça donne de la joie. Ben oui, je pense que c'est intéressant et clair. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a aussi tout cet effet, ce retour que l'on pourrait avoir quand on est dans une situation d'aide? Bah oui, j'ai envie de dire, quand on voit ce que ça peut apporter à la personne, évidemment, c'est ce pourquoi on se lève tous les matins. Oui. Pauline. C'est ce pourquoi on se lève tous les matins. Bah oui, qu'est-ce que vous en pensez de ce... Non, je pense qu'on fait tout ça par vocation, il y a forcément toujours quelque chose derrière. Moi, je ne l'ai pas encore identifié, je ne sais pas pourquoi je suis devenue psy, je ne sais pas pourquoi je travaille sur la question des jeunes aidants, ça arrivera peut-être plus tard. Je pense qu'un jour, il y aura une réponse. C'est ça, il y aura l'étincelle qui me dira, qui m'expliquera le pourquoi du comment. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose de très inné aussi, qui explique le pourquoi on travaille dessus, ou pourquoi aussi on a cette vocation. Et même de travailler avec et sur les aidants, en fait, puisque toutes les deux, vous êtes... Et donc, l'activité de We Care at Work, c'est, pour être plus précis, vous faites quoi, en fait, dans votre quotidien? Alors, au quotidien, on peut faire de la sensibilisation. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, parler de ces sujets-là en entreprise, c'est important. C'est des sujets qui sont très intimes, qui sont tabous, comme on l'a vu. Donc, en parler, c'est important pour mieux comprendre les situations, lever les préjugés, et puis à s'informer des dispositifs, comme on a parlé tout à l'heure du don de jour de congé, par exemple. On est organisme de formation aussi, donc on forme les managers, les professionnels des ressources humaines sur ces sujets-là, d'inclusion des proches aidants et puis des maladies chroniques au travail. Et puis on a un ensemble de services d'accompagnement, là vraiment pour accompagner les situations, donc avec des coachs professionnels, des psychologues du travail. Et puis on a développé aussi une plateforme digitale pour accompagner un peu en transversal tous les salariés sur ce sujet-là. Une plateforme digitale, c'est-à-dire? C'est-à-dire donc c'est une web app qui permet en fait de s'informer, d'être accompagné, parce que comme on l'a vu, une personne sur deux n'ose pas en parler. D'accord, donc ça sert donc on peut, de manière confidentielle, aller s'informer, voir les dispositifs de l'entreprise, prendre confiance. En fait, souvent c'est donner confiance et faire le lien entre le salarié qui se pose des questions, les ressources humaines ou les référents sur ces sujets-là en interne, informer, accompagner. Et puis on est aussi beaucoup sur les échanges entre pairs, parce que c'est dans notre ADN, puisque dans notre équipe on est tous concernés par le sujet en tant que patient ou proche aidant.
Et donc, chaque mois, on organise via la plateforme des échanges entre pairs, donc entre proches aidants, par exemple, pour se sentir moins seul, partager des problématiques au travail, trouver des solutions surtout, c'est l'objectif. Intéressant, merci beaucoup. Alix, tu voulais intervenir? Ça me semble très important. Là, on parle de la prévention en entreprise, mais comment on prévient les jeunes? Pauline, je te laisserai sûrement compléter ce que je dis si j'oublie des points. Je pense qu'il y a plusieurs façons de s'informer quand on est jeune, très jeune, c'est-à-dire que on n'a pas encore accès à toutes ces infrastructures, ces possibilités. Moi, je pense que déjà, on peut aussi le faire via la presse. J'ai vu récemment beaucoup de couvertures qui parlaient des aidants. Là, on a La Croix qui parle d'aider sans s'épuiser. C'est hyper parlant et je pense que c'est accessible aux plus jeunes. On a aussi des salons qui commencent à se faire où on parle des aidants et des jeunes aidants. Des salons festivals comme le festival Pop and Psy qui a eu lieu il y a quelques semaines. Enfin, quelques semaines. Exactement, début octobre. Je pense que c'est des événements importants pour cette jeunesse qui pourrait peut-être se retrouver dans des situations, parce que via des conférences, on le remarque. Il y avait aussi un village des solutions et c'est là qu'on peut rencontrer des associations, des personnes dans notre cas ou des personnes pour se faire conseiller. Et j'ai trouvé aussi intéressant d'analyser un petit peu ce qui se passe dans la presse. Je trouve que toutes ces couvertures qu'on peut voir, très colorées, très dynamiques, c'est aussi parlant pour cette jeunesse. Donc j'incite tous les éditeurs à continuer à faire cette prévention, à parler de santé mentale, parler aux jeunes aidants pour qu'eux puissent se reconnaître. Évidemment, il y a plein d'associations, on pourra en citer quelques-unes pour orienter ceux qui nous regardent. Je pense aussi aux réseaux sociaux. Alors, ça peut avoir des côtés très négatifs, mais là, je vais peut-être parler un peu de positif. Par exemple, sur TikTok, on a une communauté de plus de 25 000 abonnés qui sont des jeunes aidants. Ça s'appelle la pause brindille. Voilà, donc je pense que si vous êtes dans une situation où vous sentez peut-être, vous sentez peut-être jeunes aidants, mais vous n'êtes pas sûr, renseignez-vous. Il y a de la presse, il y a aussi des groupes sur les réseaux sociaux. Et Pauline, je ne sais pas si... Non, mais je dirais en effet de sensibiliser le public. Pour les plus jeunes, ça va aussi passer par de la sensibilisation auprès des parents, de pouvoir reconnaître leur enfant comme tel et de pouvoir se l'avouer aussi, ce qui n'est pas toujours quelque chose de simple. Ça peut être un flyer aussi dans le cabinet du médecin généraliste ou dans le service hospitalier. Et en effet, vous parliez du coup des réseaux sociaux, mais la pause brindille est hyper active, qui est une association du coup pour la cause des jeunes aidants, qui est hyper active sur les réseaux sociaux. Et pour le coup, ça marche et ça permet aussi de pouvoir s'identifier comme tel. Ça sert à ça, on peut s'identifier à travers leur... avec le témoignage notamment de jeunes, donc ça permet aussi d'avoir un public qui a notre âge ou un peu plus vieux pour justement faire écho et s'adresser à soi. Et puis il y a l'association nationale JAD aussi qui communique pas mal sur les réseaux également. Il faudra mettre toutes les références pour... Ça me semble important de parler de cette prévention qui est moins officielle, on va dire. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Moi, personnellement, je ne suis pas aidé. Je vais passer la parole à notre cher David, qui va nous faire encore quelque chose d'explosif. Je ne sais pas très bien de quoi il s'agit. Je ne suis jamais au courant avant. Alors, le sujet, j'ai voulu vraiment l'associer à ma chronique. Et je vais commencer par un petit test, une petite question toute simple. Imaginez-vous, vous êtes dans l'avion et à côté de vous, il y a un proche, voilà, une personne plutôt vulnérable, alors vulnérable par son âge, voilà, ou alors par sa situation. Et le commandant de bord annonce que il va falloir commencer à armer les toboggans et sortir les masques à oxygène. Alors qu'est-ce que vous faites, vous? Ce masque, il est là. Vous en faites quoi? Petit test. La consigne, c'est de le mettre sur soi en premier. Oui. Sur soi en premier. Oui. Se le mettre à nous pour aider les autres. Bon, vous êtes trop fort, vous devez être chroniqueur sur Synapse TV, voilà. Le réflexe que peuvent avoir beaucoup de personnes, c'est de tout de suite le mettre à la personne qui est vulnérable, voilà. Non, il faut se l'appliquer à soi d'abord pour ensuite pouvoir aider. Petite trêve de plaisanterie. Non, mais c'est important parce que c'est une règle, c'est une métaphore intéressante. Exactement, mais on ne le dit pas assez. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que pour venir en aide aux autres, il faut d'abord se venir en aide et se protéger. Moi, pour cette chronique, j'ai rencontré une personne qui est passionnée et hyper engagée, alors, elle m'a emmené dans un lieu unique puisque c'est un concept, voilà. Je vais vous laisser le découvrir et vous allez voir. Alors, on vend pas du rêve, voilà,
mais on vend du mieux-être. Voilà. Allez, c'est je vous intéressant. laisse, Ça, je c'est vous laisse intéressant. avec cette association. Allons-y, ça c'est intéressant pour le coup. Bonjour Sophie. Alors merci de m'accueillir dans l'atelier des partages de l'association Sève et Papillon. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Bonjour David, j'ai fondé cette association et je suis sinon infirmière en pratique avancée en psychiatrie et santé mentale. Voilà, et le reste du temps je suis ici. Et alors, Sève et Papillon, tu nous en dis plus? Alors, Sève et Papillon, c'est une association de loi 1901, donc à but non lucratif, que j'ai créée il y a 10 ans et qui vise à assurer, à faire une pédagogie du prendre soin, à accompagner les personnes pour les aider à prendre soin d'elles et à être plus autonomes et plus responsables dans la gestion de leur santé et de leur qualité de vie. C'est vraiment une communauté humaine où tout le monde s'accompagne, on est dans une démarche de santé durable, d'une berge de la vie à l'autre, donc il n'y a pas de distinction, ni d'âge, ni de condition, quelle qu'elle soit, d'ailleurs même financière, puisqu'on essaye d'avoir une approche solidaire et accessible et d'être accessible au plus grand nombre. Tout à l'heure, quand je suis arrivé devant l'association, j'ai vu un écriteau qui disait fabrique du mieux-être. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors on a un endroit, le projet a été conçu comme ça au départ et j'avoue qu'on a une chance inouïe, c'est d'avoir un lieu qui permet de mettre ça, d'incarner finalement le projet. On a 3 espaces. Un espace où on propose des thérapies individuelles, enfin des approches individuelles. Ensuite, juste à côté, et il y a une communication fluide entre les différents espaces, c'est aussi ça qui est intéressant. On a cette fabrique du mieux-être où on est plutôt dans de l'accompagnement collectif avec des cours hebdomadaires. Et puis on a l'endroit où nous sommes tous les deux, qui est notre atelier des partages, notre lieu de convivialité, un endroit où on peut se retrouver pour boire quelque chose. C'est l'endroit ouvert à tous, où on peut venir se poser, se déposer. Et ces 3 espaces sont à la fois distincts et en même temps communiquent les uns avec les autres, ce qui permet de mettre en œuvre notre manière d'accompagner les gens, c'est-à-dire sur ces 3 espaces, puisque la santé, c'est à la fois la santé physique, psychologique et sociale. Et du coup, on accompagne les personnes dans leur santé physique, de manière individuelle ou collective, et dans leur santé sociale en proposant de faire du lien et de vivre des choses ensemble, comme le yoga du rire. Tout à l'heure, tu as parlé d'accessibilité. Comment est-ce que vous rendez accessibles ces soins à tous? On a mis au point une politique de tarification réduite. Déjà, dès le début, le parti pris, c'était de plafonner nos tarifs à 50 € la séance maximum. Je parle pour les séances individuelles. C'était le cas, c'était déjà notre tarif à la création en 2015 et ça n'a pas bougé depuis, en 10 ans. On n'a jamais augmenté les tarifs et pour moi, c'est vraiment un choix. Parce que je trouve que les gens vont de plus en plus mal, ils ont de plus en plus de difficultés. Un cours de yoga ou de sophroméditation pour 2 € et participer à un programme thérapeutique pour 4 € la séance. C'est notre façon à nous. Il n'y a pas de gratuité en revanche. C'est aussi un parti pris. L'idée étant que la personne ne soit pas consommatrice mais consommatrice. Voilà, pourquoi le rendre accessible? Alors le rendre accessible, ça c'est une chose aussi sur le plan financier. Après il y a toute l'accessibilité autre. On est accessible aux personnes à mobilité réduite. Voilà, on fait la place, voilà, tout le monde a sa place chez nous. Et puis après, l'accessibilité c'est aussi une question de visibilité. Merci à toi, puisque finalement tu contribues à nous rendre visibles, mais être accessible c'est bien. Si personne ne vient, ça ne sert pas à grand chose. Alors je ne dis pas qu'on n'a personne, puisqu'on a à peu près 150 adhérents par an, qui sont d'ailleurs avec un turnover assez important, ce qui montre que les gens ne s'inscrivent pas toujours dans la durée du soin. Ils vont mieux, ils arrêtent. Alors on les voit revenir des fois, 1 ou 2 ans après. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a encore à gagner, notamment sur une cause qui nous tient, nous, particulièrement à cœur en ce moment, qui est la cause des proches aidants. Alors justement, tu parlais des proches aidants. Moi, je voulais savoir comment est-ce qu'ils accueillent ce lieu de respiration et est-ce qu'ils s'autorisent justement à venir?
c'est compliqué parce que déjà la plupart d'entre eux ne savent pas qu'ils sont aidants. Il y a des études qui montrent que il y a 60% des aidants qui considèrent que c'est normal. On accompagne un proche qui est malade ou en perte d'autonomie et c'est normal quoi. Donc voilà, on s'épuise, c'est normal. Et à aucun moment la personne se dit mais peut-être moi aussi j'aurais besoin d'aide parce qu'elle est tellement la tête dans le guidon que voilà. Les personnes qui pourraient voir que le proche aidant va pas bien, c'est celles qui viennent au domicile s'occuper du proche malade ou qui sont en contact avec le proche malade. Donc, je parle notamment des professionnels de santé, mais ça peut être les travailleurs sociaux. Toutes ces personnes-là sont en première ligne et pourraient vraiment repérer les premiers signes de fatigue. Et d'emblée, même avant même ces premiers signes, dire « Ah là, vous savez que vous êtes aidant, vous ?»« Ah bon oui, vous approchez, c'est la définition. Ah d'accord, et vous avez sûrement besoin de... Non, mais moi ça va, je gère. » Non, ça va pas, parce que vous n'allez pas tenir la distance là, donc il va falloir prendre soin de vous et orienter vers des structures qui peuvent aider les aidants à tenir dans la durée ce marathon et cette course de fond que ça représente de devoir accompagner un proche. Sauf qu'ils viennent, ils ont fait un burn-out. Donc ils se sont écroulés. Le médecin les a arrêtés. Ça fait 6 mois qu'ils sont arrêtés, qu'ils ne peuvent pas aller travailler. Ils sont au bout du rouleau. Ils continuent quand même à aider leurs proches parce qu'ils sont plus capables de... Ils arrivent encore à peu près à faire ça et parce qu'ils n'ont pas le choix. Et puis on se dit, mais si on avait pu faire des choses avant, on aurait pu éviter d'en arriver là, quoi. Donc, quelle perte de chance, et pour la personne, et pour le proche aidé, et pour l'employeur. Alors justement, vous avez la possibilité de leur passer un message à ces aidants. Qu'est-ce que vous leur diriez ? Moi, je leur dirais que, comme je disais tout à l'heure, c'est une course de fond. C'est dans la durée. Ils sont partis pour des mois, des années. Et qu'il ne faut pas s'épuiser. Alors il y a des dispositifs qui existent qui sont hyper intéressants, plateformes de répit, des séjours de répit où ils peuvent y aller, aidant, aider, chacun dans son... Voilà, c'est des moments de respiration, ça c'est déjà bien que ça existe, sauf que c'est des temps qui vont être circonscrits dans l'année. Ça va être quelques jours, une semaine, 15 jours maximum, et puis le reste du temps, ils sont à fond. Or, qui dit marathon dit je ménage mon énergie, je ménage ma monture aussi. Et la monture, c'est eux. Donc il faut qu'ils se ménagent eux. Et comment je fais ça ? Eh bien, j'inscris dans ma routine quotidienne des éléments qui vont me permettre de tenir dans la durée, de ne pas en arriver à m'effondrer. Donc pour proposer justement un parcours aux aidants, on a envie d'expérimenter quelque chose sur 3 mois. On évalue d'abord au début comment ça se passe, le stress, le fardeau, la qualité de vie. Au bout de 3 mois, on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et de co-construire avec des aidants qui ont envie de s'inscrire dans ce dispositif un parcours qui pourrait être reproductible, aider d'autres aidants aussi, de voir comment ça peut s'inscrire dans leurs contraintes quotidiennes, qu'elles soient professionnelles, familiales. On lance un appel aussi aux employeurs et aux responsables des ressources humaines. Libérez vos salariés aidants sur le temps de travail pour qu'ils aient le temps de prendre soin d'eux. C'est pas du temps perdu, au contraire. Quand vous avez un salarié qui est arrêté pendant 6 mois parce qu'il a fait un burn-out, c'est qu'en amont, il y a des choses qui ont été loupées. Donc, soyez sensibles aussi, sensibilisez les équipes au repérage, toutes les personnes qui sont au contact de l'aidant, attention, il commence à aller, ça commence à être compliqué pour lui. Ah tiens, la personne est aidante, peut-être ce serait bien de faire une communication dans l'entreprise sur vous êtes aidant, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc l'appel, il est à la fois aux professionnels de santé, aux entrepreneurs et aux aidants qui se reconnaîtront peut-être. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Voilà. Intéressant. Donc une association géniale. Bon, oui. Pour conclure, je vais lancer 2 appels. Le premier, c'est à tous les aidants qui peuvent nous entendre ou alors aux personnes qui connaissent un aidant. C'est de leur dire autour de chez vous, renseignez-vous dans vos mairies, dans vos départements. Il existe forcément des associations qui peuvent faire des choses ou alors essayer de
à votre niveau de faire bouger les lignes. Et puis je rappelle qu'il existe aussi certaines plateformes, notamment qui s'appellent S'entraider.fr, mais on mettra Oui, on tout cela. mettra, bien sûr. Et puis le deuxième appel, voilà, comme pouvait l'expliquer Sophie dans la vidéo, ils ont lancé ce programme, voilà, de proches aidants. Et donc, si toutefois des entreprises, des fondations, des mutuelles voient ou entendent ce discours, est-ce qu'ils peuvent venir en aide? Parce que c'est un concept, cette association, et ce serait bien qu'on puisse la trouver dans un peu plus de villes en France. Des aidants qui ont besoin d'être aidés quand même. Voilà, les aidants ont besoin d'être aidés, et moi je conclurai en disant, aider c'est beau, mais s'oublier c'est dangereux. Oui, on est bien d'accord. Merci David. Alors, merci à vous tous. Pauline, merci vraiment d'être venue de Lille exprès pour Absolument. nous. Vraiment, merci beaucoup. Claire, j'espère que vous êtes encore avec nous. Oui, Si, tout à fait. génial. Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour nous apporter éclairage sur le monde des aidants. Et c'est pas facile. Merci encore. Passez une excellente soirée. On vous retrouve vite sur Synapse TV. Merci. Merci. Merci.